Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, je vous recommande d'aller directement dans la description pour voir les sujets qui auront été abordés pendant ce live et pouvoir sauter directement au bon chrono sur les sujets qui vous intéressent. Alors la première actualité qu'il va y avoir, c'est mardi normalement, Garmin qui va annoncer l'Enduro. Alors l'Enduro, c'est quoi? C'est une Fenix 6 sur laquelle ils ont supprimé quelques fonctionnalités, augmenté l'autonomie à destination des ultra-trailers ou ultra-runners en particulier. Celle-là devrait être annoncée mardi et je vois plein de gens là qui sont intéressés par la Suunto 7, pas la Suunto 7, non, la Fenix 7. Et je pense qu'en fait, je vais parler de Fenix 7 ce soir. J'ai déjà fait un article sur ce que je pensais qui était prévisible sur les évolutions d'une Fenix 7. On va en parler ce soir quand même, mais si vous voudrez, vous pouvez après la soirée aller regarder cet article sur le blog. Ce qui va être intéressant, selon moi, c'est comment va se positionner la Fenix 7 par rapport à l'Enduro. C'est-à-dire que il y a l'année dernière, non, il y a 2 ans, Garmin a annoncé les Fenix 6 pendant l'UTMB. Et là, le message il était clair. C'était la Fenix 6, ça devient la maître ou la maîtresse du trail. Donc, il y avait des fonctionnalités intéressantes qui viennent avec, qui sont spécialement dédiées au trail, enfin, qui sont assez orientées trail, notamment Pace Pro, des choses comme ça. Et puis là, d'un seul coup, Garmin lance un autre nom, Enduro, pour l'Ultra Trail. Je suis curieux de voir maintenant l'orientation que Garmin va donner à la Fenix 7. Et en gros, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se créer la concurrence? Est-ce que les gens vont arriver à bien distinguer la gamme Fenix de la gamme Enduro? Est-ce que c'est en fait... Moi, je me dis c'est peut-être même le premier pas que fait Garmin pour faire que la Fenix dévie d'une utilisation très sportive. Là aujourd'hui, la Fenix c'est devenu une montre qui rassemble toutes les fonctionnalités de Garmin. Ça va de la fonctionnalité hyper pointue pour la course comme Pace Pro jusqu'au lecteur de musique et demain peut-être le LTE et encore plus de fonctionnalités connectées. Et donc voilà, peut-être que Garmin, ils sont un peu partagés entre ces deux utilisations qui sont différentes, qui demandent des fonctionnalités différentes. Et peut-être que là, on est en train de voir tout simplement une branche généalogique, l'Enduro qui va partir et qui va cibler le trail avec les nouvelles fonctionnalités que on a déjà pu tester, plusieurs d'entre nous, avec la dernière version bêta sur les Garmin. J'ai fait 2 vidéos là-dessus, donc vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est la mise à jour 14.72. Depuis, il y a eu une 15.10, mais j'ai pas refait de vidéo dessus. Donc là, on a peut-être une Enduro qui se dirige vers le trail, l'ultra trail, donc grosse autonomie, recharge solaire, le VO2 max, l'algorithme qui a été affiné pour mieux prendre en compte le trail, Pace Pro qui maintenant va marcher en montée, en descente et sur le plat. La fonctionnalité pour gérer les ravitaillements et les pauses sur un ultra. Ok, bon ça maintenant on sait, et puis bon, mardi on saura exactement ce qu'il y a dans cet Enduro, on saura toutes les coutures. Et puis de l'autre côté, moi je me dis, c'est quoi l'avenir de la Fenix 7 quoi? Alors là, je sais pas, on peut en partager, vous pouvez mettre vos commentaires, un peu vos idées. Et moi ce que j'ai un peu peur, c'est que Garmin, ils ont déjà une gamme qui est super large. Les gens sont perdus, alors c'est tout bonheur pour moi, les gens du coup se dirigent vers le blog Montre Cardio GPS, se dirigent vers le groupe Facebook Je ne suis pas un héros mais j'ai une Garmin, ils posent tout plein de questions, ils se renseignent, mais parce que voilà, c'est pas clair, ça montre bien que c'est pas clair dans leur tête. Et là du coup, moi j'ai peur, je sais pas, à la rigueur je m'en fiche, on va avoir est-ce que Garmin va faire une grosse segmentation entre l'Enduro et la Fenix 7? Parce que là, tel que ça sort aujourd'hui, toutes les nouvelles fonctionnalités Special Ultra et Special Ultra Trail, elles sont transférées par mise à jour sur la Fenix 6. Du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste à l'Enduro? Il reste 80 heures d'autonomie. Alors si on me dit,
Ouais, mais bon, il n'y a pas de carto, il n'y a pas de lecteur de musique, mais il y a une plus grosse autonomie et elle coûte, allez, 30% moins cher. En gros, 450 euros. Et là, je dis, ça va être un carton commercial. Maintenant, au prix auquel elle devrait sortir, c'est-à-dire dans les 800 euros, ben, ok, ça fait cher. Faut pas oublier que Suunto, ils ont une Suunto 9 qui va de 25 à 120 heures. Polar, ils ont une Gritix qui tape à 40 heures en autonomie pleine, qui peut monter à 100 heures. Coros, ils ont la Vertix que j'ai là, qui va de 60 heures jusqu'à, je sais plus combien c'est, 120 ou 150 en mode ultra max. Ouais, ok, c'est quoi le vrai gros argument de l'enduro? Là, vous... Alors oui, c'est cool. C'est cool, comme le dit Christelle, hein, c'est cool pour les tests. Ben oui, voilà, je devrais... alors c'est encore pas calé, mais j'ai écrit pour essayer d'en choper une en test. On verra mardi ce qui va sortir. Mais moi, je me demande vraiment maintenant comment l'orientation que va donner Garmin à la Fenix 7. En fait, le vrai intérêt que je vois dans la sortie de l'enduro, c'est quel va être l'avenir de la Fenix 7. Voilà, et Didier le dit, moi non plus. Moi, je l'ai dit dans la vidéo, hein, dans mes 2 vidéos de test de la version bêta, donc du logiciel. J'ai utilisé ma Fenix 6X Pro Solar. Et en fait, si c'est ça les nouveautés de l'enduro, bah, je ne comprends pas l'intérêt de les transférer sur Phoenix. Ou alors la Phoenix 7, elle va coûter, la prochaine Phoenix 7, elle va coûter 1200 euros. Et du coup, l'enduro à 800 ou 850, eh ben, ça sera une Phoenix 7 moins chère, peut-être sans carto, peut-être sans lecteur de musique, plus orientée purement en trail, mais enfin bon, elle restera encore à 800 euros, quoi. Alors, l'annonce de la Phoenix 7, non, elle ne sera pas faite mardi, hein. Déjà qu'elles vont être très proches en termes de fonctionnalité. Alors, si en plus Garmin annonce une Phoenix 7 et une enduro, bon, bah, ça va être quoi l'intérêt? Tous les gens vont se focaliser sur la Phoenix 7, vont dire c'est la nouvelle future super montre. En fait, voilà, quand une marque a 2 montres qui ciblent le même créneau, eh bien, il y a 2 stratégies. Soit on lance la chère d'abord pour que pour que les fans achètent la chère, et après on lance la pas chère, en se disant ceux qui n'ont pas été convaincus par la chère, ils achèteront la pas chère. Soit on lance la pas chère, mais dans ce cas-là, quand on lance la chère, il faut qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités. Ou alors c'est une stratégie à plus long terme pour des marques qui renouvellent moins souvent leurs montres, en se disant ceux qui achètent la pas chère maintenant, dans 2, 3, 4 ans, s'ils sont convaincus, ils passeront au modèle au-dessus. Et donc là, bon, en lançant l'enduro, la Garmin est plutôt dans le mode je lance une pas chère ou une version intermédiaire d'abord, et derrière, quand je vais lancer la Phoenix 7, il va falloir qu'elle soit au-dessus. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'elle sera au-dessus en termes de fonctionnalités sportives, en termes de fonctionnalités connectées, ou alors, autre chose dont on parlera ce soir dans ce live, c'est tout ce qui est autour du domaine de la santé. Ça, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé, c'est l'orientation qu'a pris Fitbit. Donc ça, c'est électrocardiogramme, c'est capteur de pression sanguine. Au CES cette année, en janvier, là, il y a Valencel qui a sorti un capteur de pression sanguine qui peut être intégré dans son capteur optique. Donc il faut savoir que c'est le capteur cardio-optique qui était utilisé par les Suunto 9, 5 et 3. Donc là, il y a du potentiel. En fait, derrière le marché de la santé, il y a vachement d'argent à se faire, en fait. C'est-à-dire que je pense que, vu le vieillissement de la population, eh bien, le marché de la montre connectée de santé, il est peut-être plus gros que le marché de la montre connectée de sport. En fait, on le voit aujourd'hui, il y a plus de montres connectées qui se vendent juste pour une utilisation de montres connectées. C'est Apple, Samsung, la majorité des Amazfit, les Huawei, les Honor, etc. Et tout ça, ça fait plus que Polar, Suunto, Garmin et Coros. Donc peut-être que pour une marque, Garmin, il lance des montres sur tous les segments. C'est simple, ils visent tout, de la plongée jusqu'à la montre de luxe. Ils cherchent à élargir leur base de consommateurs.
Et du coup, ben, pour eux, attaquer le marché de la santé, ben, c'est peut-être pécuniairement parlant super intéressant. Et alors ils vont garder le marché du sport avec l'enduro, et puis peut-être qu'ils vont faire une Phoenix 7 qui va partir sur le marché de la santé avec la détection des apnées du sommeil, avec les problèmes qu'on peut détecter avec les électrocardiogrammes et toutes ces choses-là, quoi. Alors voilà, du coup bah, Didier, voilà, bon, Phoenix 7, hein, il y a différentes possibilités pour lui donner un côté plus smartwatch. Peut-être que ce Phoenix 7, ça va être LTE plus écran tactile. Là, il y aura tout plein de trailers qui diront putain, l'écran tactile, c'est nul, voilà, et hop, qui vont se reporter vers l'enduro. Donc moi, je pense que pour Garmin, l'enduro, c'est, à mon avis, pour combler un petit vide qui risque de se créer lorsqu'ils vont sortir la Phoenix 7. Garmin devrait améliorer son... Alors, je serais intéressé, Thierry, ce que tu entends par Garmin devrait améliorer son application. En fait, moi, je pense que toutes les marques devraient améliorer leur application. Garmin, c'est assez fouillis, c'est pas graphique. En gros, c'est plein de menus et de sous-menus. Enfin, c'est une arborescence, quoi. C'est un peu une arborescence comme on trouve sur un ordinateur. Bon, c'est pas intuitif, quoi. Il y a d'autres applications comme Polarflow qui visuellement rendent vachement mieux. Et puis après, tout, en termes d'analyse graphique, etc., sont mieux. Ensuite, Coros, ben, eux, ils doivent améliorer leur application pour la partie analyse de données post-entraînement. Là, aujourd'hui, bon, Coros, je pense ils ont mis 2 ans à courir après tout le monde. Là, ils sont au niveau à peu près de Polar, Suunto. Ils ne sont pas encore au niveau de Garmin. Donc, ils sont au niveau de Polar, Suunto en termes de fonctionnalité sur la montre. Mais après, dans l'application, ben voilà, l'application Polar, ils ont beaucoup plus d'historique et permettent de faire plus de choses mieux. Suunto, eux, ils sont un peu dans la même configuration que Coros, puisqu'ils ils ont attaqué une transition depuis 1 an et demi, 2 ans pour passer sur l'application Suunto. À mon avis, le besoin qui est remonté des consommateurs d'intégrer les Ambit, eh ben, ça leur a probablement fait prendre du retard sur ce qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu, ok, on abandonne MoveScount, on passe sur l'appli et maintenant on développe des nouvelles fonctionnalités sur l'appli. Bon, en fait, ils ont dû développer déjà des passerelles pour faire fonctionner les Ambit avec la nouvelle appli. Et donc là, maintenant, ils vont attaquer les nouvelles fonctionnalités. Mais donc, eux aussi, en termes d'analyse, ils ont pas mal de choses à développer. Donc, je pense que bon, je serais curieux de voir ce que Thierry, tu entends par améliorer l'application. Mais en fait, toutes les marques ont encore pas mal de travail à faire là-dessus, selon moi. Yo Anaïs, qui différencie des montres purement trail, des montres connectées type Apple Watch ou Suunto 7. Alors tu vois, pour de trail peut-être. Pour l'Apple Watch, il y a quand même plein de gens qui sont super satisfaits de sa fiabilité, que ce soit a priori, elle a un bon capteur cardio-optique et un bon GPS. On peut y intégrer Stryd, donc ça permet quand même de faire la majorité des entraînements pour de la course à pied. Pour la Suunto 7, alors je l'ai beaucoup utilisé cet été. La cartographie est super agréable. Hein. C'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure cartographie qui existe. Elle est vraiment belle. En tout cas, en termes de rendu visuellement, c'est aussi très servi par la résolution de l'écran hein, qui est 50% meilleure que sur une Fenix 6X Pro. Donc, après, la Suunto 7, c'est sûr que c'est pas une montre qui se destine à faire des entraînements et de la performance. Ce que j'ai mis dans la conclusion de mon test de la Suunto 7, je m'en souviens à peu près, hein, c'est quelque chose du style, ça convient très bien au trailer qui se prend pas le chou, qui a quand même une bonne utilité à avoir de la cartographie. Maintenant qu'elle fait le suivi d'itinéraire, voilà, cartographie plus suivi d'itinéraire, parce que je vous le rappelle, hein, la cartographie tout seul, selon moi, c'est pas suffisant. En fait, moi, si on me donne le choix entre le suivi d'itinéraire seul ou la cartographie seule, ben, je préfère le suivi d'itinéraire seul. Parce que quand on court, chercher son chemin avec une cartographie sur un petit écran, c'est pas faisable. Donc là, la cartographie plus les cartes de chaleur plus le suivi d'itinéraire, c'est excellent.
Mais c'est excellent pour le type de trailer qui ne fait pas d'entraînement programmé, qui ne fait pas d'analyse de ces données. Le trailer à la cool, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça a encore sa place. Mais c'est sûr qu'une Ande d'euro avec Climb Pro, avec des choses comme ça, ça sera largement au-dessus. Climb Pro, Pace Pro, ça sera largement au-dessus. Alors, une montre pour le muscu, fitness, cross-training, ouais, mais ça, en fait, ça revient en fait à une montre cardio. Donc maintenant qu'il y a les détections de nombre de mouvements et le comptage des répétitions, j'ai quand même du mal à imaginer, alors peut-être parce que je pratique pas assez, hein, et si je parlais avec quelqu'un qui en fait beaucoup, j'ai du mal à imaginer ce qui peut être développé de nouveau, de plus. La Garmin, bon, Garmin et Coros sont déjà des métriques spécialisées pour le rameur. Garmin et Coros sont le comptage des répétitions et la détection des mouvements. Voilà, maintenant je vois difficilement ce qui peut être fait de plus en termes de fonctionnalité. Alors après, si, après c'est de l'analyse et de l'intégration des données. Donc c'est par exemple la carte de chaleur qu'il y a sur l'appli Coros. Pour les gens qui font beaucoup de musculation, qui programment leurs entraînements en avance de phase, et bien après la montre, enfin non, l'application, il y a une cartographie, bon, en fait qui est un homme de face et de dos, enfin un homme, on va dire un être humain, de face et de dos, et puis plus un muscle est sollicité, plus il devient rouge foncé. Et ça, je pense que c'est une direction que vont prendre toutes les marques sur les années à venir. Et donc il y a besoin, hein, c'est l'intégration de toutes ces données pour avoir des choses plus cohérentes en termes de conseils et de coaching. Ça, c'est par exemple le statut d'entraînement, le body battery. Vous voyez, ça agrège tout plein de données pour donner un conseil qui est simple à comprendre et pour lequel il n'y a pas besoin de passer des heures à chercher sur Internet, à analyser, etc. C'est vraiment le reproche que je faisais ces quelques dernières années à Garmin. Garmin, c'était pendant un moment, c'était plus de métriques, plus de métriques, plus de métriques. Il y avait les Running Dynamics, après il y a eu les Advanced Running Dynamics, toujours plus de choses. Là maintenant, il y a la fréquence respiratoire. Bon, finalement, avec le recul, les Running Dynamics, ça doit faire 6 ans que ça existe. Qui utilise vraiment pour son entraînement le temps de contact au sol? Alors là, je pense qu'on est à moins de 1% des utilisateurs. Ça ne parle pas aux gens, le temps de contact au sol. Et puis, alors déjà, les gens, ça ne leur parle pas, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas à quoi ça sert. Et ensuite, une fois qu'on le sait, comment est-ce que ça se travaille ça? Une fois que j'ai compris, voilà, il faut le savoir, hein, je vous le dis rapidement, mais physiologiquement, pour aller vite, il faut réduire son temps de contact au sol. Une fois que je sais ça, bon, moi je le sais, une fois que je sais ça, quelle séance d'entraînement je fais pour travailler ce temps de contact au sol et réduire mon temps de contact au sol pour pouvoir aller plus vite. Bon, là, c'est super dur en fait. Donc là, bon, plus de données, ça ne sert pas à grand chose. Là, Garmin a sorti avec la Phoenix 6 la fréquence respiratoire. Ok. Qui a déjà analysé sa fréquence respiratoire sur ses sorties sportives? Quelle différence ça fait? À quoi ça sert? Comment je le travaille? Alors après, par contre, ces données-là peuvent être utilisées pour créer d'autres données qui vont voilà, en agrégeant plusieurs données. Par exemple, toutes les Running Dynamics, eh bien, c'est utilisé maintenant pour l'algorithme de puissance en course à pied. Donc là, Garmin a ça via une application sur Connect IQ. Bon, ben voilà, en brut, le temps de contact au sol, ce n'est pas une donnée qui sert à quelque chose. Par contre, avoir de la puissance en course à pied en watts, avec une puissance max, avec, et puis des zones de puissance, ça sert pour l'entraînement. La fréquence respiratoire, c'est pris en compte, par exemple, pour la qualité du sommeil. Donc voilà, tiens, voilà, exactement, Sébastien, trop d'infos, tue l'info, c'est exactement ça. Donc en fait, il faut que ces montres, il faut qu'il y ait de plus en plus de capteurs sur les montres pour capter de plus en plus de données, mais après, les marques, elles doivent faire le travail et l'effort d'agréger ces données et puis de sortir que des indicateurs qui seront utiles pour le sportif et pour son entraînement. Alors exactement, Chris.
le seul indicateur qui serait possible, enfin le seul running dynamics qui est intéressante, seul pour l'instant, c'est la cadence. Ça, c'est intéressant. On sait qu'il y a une cadence optimale en termes de dépense d'énergie qui est à 180 pas par minute. Et ça peut se travailler. D'ailleurs, Garmin a un métronome. Hop, je sors de l'autre poignet, à 745. Donc il y a un métronome sur Garmin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Donc là, on a vraiment toute la ligne. Alors, si tout ça, ça vous intéresse, eh bien, lundi, tenez-vous prêts quand je publierai l'article de lundi. Je vais faire un article justement, enfin, je vais le publier, il est déjà tout prêt. Je vais publier un article sur les métriques qu'il faut connaître et maîtriser pour la course à pied. Donc, j'ai brossé tout ce qui est, tout ce qui, à travers les échanges que je peux avoir, peuvent être souvent pas très bien compris et qui pourtant sont super importants pour les entraînements. Alors, je vais parler de cadence parce que vous allez voir que la cadence à 180 pas par minute, c'est un mythe. Alors, c'est un mythe, oui et non. Il y a du vrai là-dedans, mais rechercher une cadence de 180 pas par minute pour améliorer ses performances, c'est un mythe. Vous verrez ça lundi. Après, je vais parler de VO2 max, training effect, charge d'entraînement, forcément fréquence cardiaque, avec les fréquences seuil, la fréquence max, les formules, etc. Je vais parler de variabilité de fréquence cardiaque, parce que de cette variabilité, on peut déduire plein de données. Donc là, si tout ça, ça vous intéresse, alors allez lundi, et si jamais sur YouTube, je mettrai dans le replay le lien de l'article dans la description. Comme ça, vous pourrez juste cliquer et y aller directement. Alors Mathieu, tu abordes un point extrêmement intéressant et en fait super important, qui est de justifier les différences de prix en ajoutant plus de données. Et en fait, c'est exactement ça le problème. En fait, c'est exactement ça la différence entre Garmin et Suunto, tels qu'ils sont actuellement justement. C'est que, et même on va dire, par exemple, pas Garmin et Suunto, Garmin, Coros, je voulais dire. Et je vais même dire Garmin, Coros, et puis toutes les montres, tous les fabricants chinois type Huawei, Honor, Amazfit, etc. En fait, Garmin, maintenant, voilà, ils mesurent déjà toutes les données qui sont mesurables avec les capteurs possiblement intégrables dans une montre. Et donc maintenant, leur boulot, c'est de développer des nouveaux algorithmes pour produire des conseils et des analyses encore plus poussées. Coros, eux, ils ont fait tout le rattrapage technologique et maintenant, ils vont attaquer la même partie que Garmin. Et puis, Amazfit, pourquoi c'est pas cher? Parce qu'Amazfit, ils prennent que des données relativement simples. Et en fait, ce qui coûte cher, c'est de développer ces nouveaux algorithmes. Là, il n'y a qu'à prendre à peu près n'importe quelle montre, quasiment maintenant, n'importe quelle montre de sport, de n'importe quelle marque. Vous pouvez prendre Fitbit, Amazfit, Honor, Apple, Garmin, Polar, Suunto, Coros. Toutes ces marques-là, elles sont capables d'afficher un VO2 max. Alors sûrement avec plus ou moins de fiabilité. Ça, ce serait à vérifier en laboratoire. Mais voilà, aujourd'hui, l'algorithme de VO2 max, c'est pas compliqué à développer. L'algorithme de charge d'entraînement, vous imaginez bien que c'est pas très compliqué. Vous avez plusieurs entraînements avec des durées, des intensités de fréquence cardiaque. De ça, vous découlez des training effects. La somme des training effects étalée dans le temps, ça vous donne une charge d'entraînement. Et voilà, ça c'est pas compliqué maintenant. Par contre, Pace Pro, Climb Pro, voilà, ça c'est des choses qui demandent beaucoup plus de temps pour développer les algorithmes, les valider. D'abord, développer les algorithmes, les comparer aux modèles ou toutes les études scientifiques qui peuvent être publiées sur le sujet, comparer ces résultats, les tester sur le terrain. Voilà, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Amazfit arrive à sortir une montre à 109 € qui mesure le VO2 max et que Garmin, ils ont galéré jusqu'à il y a 15 jours pour faire une VO2 max qui soit fiable en trail?
bah, c'est ça, c'est qu'en fait, Amazfit, ils ont fait le truc de base qui est super simple, qui est répandu partout. Et Garmin, eux, ils ont développé un algorithme qui est beaucoup plus poussé. Et ça, bah, ça coûte plus cher. Donc c'est pour ça que ça, on le retrouve que dans des montres à 600 € et plus. Là, Cédric, voilà, tu es dans t'as la même vision que moi. Les marques, maintenant, elles doivent plus nous servir des données brutes et un cumul de données. Elles doivent nous servir, alors tu utilises le mot anglais, insight. En français, on pourrait le traduire par des conseils, voilà, des choses, de nous dire, bah voilà, tu as toutes ces données de tel type, on peut les rassembler et on peut te dire qu'aujourd'hui tu es là et il faudrait que tu fasses ça pour pouvoir monter là parce que si tu attends encore, ben, sinon tu seras là et tu ne seras pas au maximum de ton potentiel. Donc ça, bon voilà, ça va être super intéressant parce qu'on va voir ce que Garmin va pouvoir nous pondre. Je pense que Coros aussi va pouvoir nous pondre parce que Coros, ils attaquent cette phase maintenant où bah, ils ont rattrapé Garmin, ils ont les Running Dynamics, ils ont tout ça. Ils ont les Running Dynamics, ils ont la puissance en course à pied, ils ont développé maintenant Et aussi, après, ce qui consomme pas mal pour les marques, c'est aussi de développer des choses spécifiques pour des sports spécifiques. Typiquement, là, à Coros, sur la dernière mise à jour, j'ai pas fait de vidéo, mais j'attends les vacances dans 15 jours. Ils ont ils ont amélioré leur mode ski de randonnée. Bah voilà, à chaque fois que ça, finalement, c'est un ou plusieurs développeurs, sûrement, qui ont bossé pendant je ne sais pas combien de temps, juste pour un profil sportif qui est peut-être utilisé par 5% des utilisateurs. Et du coup, après, c'est aussi à chaque utilisateur bah, de faire son travail plutôt que d'acheter. Moi, c'est ça dont j'ai horreur sur les groupes Facebook. Alors, pas trop je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin, parce que bah, voilà, on est beaucoup. Il y a beaucoup d'habitués, je participe, il y a beaucoup d'habitués qui participent, il y a des administrateurs qui m'aident dans le travail d'administration et qui répondent déjà énormément aux questions. Moi, ce dont j'ai horreur, c'est les gens qui arrivent sur un groupe, qui disent bah voilà, je cherche une montre pour faire ci, ça. Et les gens qui répondent prends une Phoenix 6, tu verras, elle est géniale, elle fait tout. Ouais, ben non, non. En fait, il y a des gens, quand je vois des gens qui disent bah, c'est pour reprendre la course à pied après 6 ans d'arrêt, bon, bah, je pense que pour reprendre la course à pied, on n'a pas besoin d'une Phoenix 6. On est bien d'accord là-dessus. Donc là, après, bon voilà, l'innovation se paye, mais c'est aussi aux gens, donc aux consommateurs bah, de savoir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent, quoi. Alors la puissance en trail. Alors la puissance en trail, de toute façon, c'est incomparable. Ça sert à rien. Je me suis jamais lancé là-dedans. Bon, j'ai quand même fait des essais, hein. C'est-à-dire que j'ai fait des essais avec Coros, Stryd, Garmin et le dernier c'est quoi? Coros, Stryd, Garmin et Polar. Et donc il y en a deux, Coros et Polar, qui font sans capteur externe. Garmin qui le fait avec des capteurs externes mais pas forcément un capteur de puissance. Et puis Stryd bah, qui est un capteur externe de puissance. Sauf que comme ces capteurs, ils ne mesurent jamais la puissance en direct, eh ben, ils sont incomparables. Alors ok, ils prennent tous en compte l'accélération, ils prennent tous en compte le dénivelé, ils prennent tous en compte l'oscillation verticale. Donc au final, on a plusieurs courbes qui varient à peu près toutes de la même manière, mais c'est impossible de dire c'est celle-là qui est correcte et celle-là sont fausses. Ce que je fais dans tous mes tests quand, par exemple, je compare les courbes de fréquence cardiaque. Je porte toujours une ceinture cardio qui sert de référence et ensuite j'y compare tous les capteurs cardio optiques. Et là, on est capable de dire tel capteur optique est meilleur que tel capteur optique. Sur la puissance, ce n'est pas possible parce que bah, la nature du terrain ne sera jamais prise en compte. Je me suis amusé, hein, j'habite à 1 heure de la mer et donc je suis déjà allé courir dans les dunes. Enfin, j'ai fait plutôt une sortie, un tiers sur le plat face au vent, un tiers une boucle dans les dunes et ensuite un tiers sur le plat, donc sur du dur, dos au vent. Alors on voit bien la différence face au vent, dos au vent, mais après dans les dunes, alors que j'en chiais comme un dingue, parce que voilà, courir dans le sable, dans du sable sec, pas mouillé, j'en chiais.
mais le capteur Streed, pourtant j'avais un Streed, qui est reconnu pour être celui qui a la meilleure fiabilité, en fait, ça ne permet pas de mesurer déjà la nature du terrain. Donc en trail, comme vous n'êtes pas non plus tout le temps dans des chemins du même type, il suffira que vous descendiez par un pierrier, qu'à un moment il y a une partie plus plate et boueuse, voilà, pour que la donnée de puissance elle soit fausse. Donc c'est pas universel. Bon, j'ai un article là-dessus où j'élabore pas mal. Vous cherchez, c'est un article qui est complet sur comment mesurer la puissance, avec quel type de capteur, et puis ensuite ce qu'on peut en faire pour l'entraînement et pour les courses, parce qu'on peut aussi se servir de la puissance pour se caler sur une course. Bon, vous allez voir ça sur le blog, là, il y a tout. Voilà, exactement. En plus, avec une marque comme Garmin qui sort un panel super large de montres GPS, moi je trouve ça super bien. Je trouve ça super bien parce que ça permet à chacun d'acheter la montre qu'il lui faut et donc pas payer 600 € quand on n'a pas besoin de payer 600 €. Là, quelqu'un qui me dit je reprends la course à pied après 6 ans d'interruption, là, Forerunner 45, ça suffit. Là, elle doit être à 169 € en ce moment. Elle est sortie à 199, elle est à 169, mais ça suffit. Alors après, il faut jauger ce qu'on veut maintenant et puis dans les 1 à 2 ans à venir, parce que une montre, on va essayer de la garder, donc il faut qu'elle puisse suivre notre progression. Et typiquement, quand j'ai des gens qui me contactent en me disant « Bon, je fais de la course à pied, mais j'aimerais bien peut-être me lancer dans un premier triathlon », bon là, typiquement, si je m'oriente sur Polar, que de la course à pied, ça peut être Polar Ignite, que de la course à pied uniquement et niveau léger, Ignite, ça suffit. Dès qu'on me dit je voudrais peut-être tester un premier triathlon, je vais dire prends l'Avantage M. Prends l'Avantage M parce que comme ça, la montre elle pourra suivre ton évolution et tu ne seras pas frustré dans un an à te dire ah punaise, j'ai acheté une montre il y a un an, il faut déjà que je la change parce que j'ai envie de faire du triathlon. Alors oui, Didier, Didier, on en a parlé, hein, la stratégie de Coros, les prix ne baissent pas. Ça, c'est incroyable. Coros renouvelle ses montres, renouvelle ses montres, et Coros n'a jamais fait 50 € de rabais sur aucune de ses montres. J'ai encore regardé ça ce week-end. Il n'y a jamais eu de rabais sur aucune montre Coros. Mais pourquoi? Parce que développer toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ils sont en train de développer, ça coûte de l'argent. Et un des meilleurs exemples, hein, c'est TomTom. TomTom a pénétré le marché de la montre GPS. Pendant un moment, c'était le plus gros vendeur de montres GPS. Je ne sais pas si c'est en France, en Europe ou dans le monde, j'avoue, je ne me souviens plus trop. Mais en termes de nombre d'unités écoulées, TomTom était le plus gros vendeur de montres GPS. Bon, qu'est-ce qu'ils sont passés? Ils ont fait 3 ans, plein de gens avaient des TomTom, puis au bout de 3 ans, plus de sous, c'est pas rentable, et donc on abandonne le marché de la montre GPS et on laisse sur le carreau pas mal de gens qui ont commencé à avoir du mal à renouveler les bracelets, le suivi SAV, etc. quoi. Donc Coros, eux, ils ont, alors sûrement par lucidité, hein, ils se sont dit, il ne faut pas qu'on refasse du TomTom, c'est-à-dire à vendre des Pace 2 à 199 € qui font plein de trucs, et puis dans 3 ans se retrouver avec plus d'argent. Donc l'avantage de Coros, c'est qu'ils ont fait dès le début une gamme qui va de 200 à 600 €, ce que n'a pas fait TomTom. TomTom, ils ont vendu beaucoup de montres à moins de 200 €. Ensuite, ils ont essayé d'ouvrir vers le trail, vers la Adventurer, qui était plus chère, mais plus chère, je sais pas, je crois même pas qu'elle ait atteint 300 €. Je pense qu'elle se vendait à 250 ou quelque chose comme ça. Et donc là, Coros, eux, ils ont quand même un côté où ils vont de 200 jusqu'à 600 €. Il n'y a pas de rabais, pas de promo sur leur montre. Donc voilà, ça va peut-être permettre de pouvoir durer plus longtemps. Mais peut-être que tout simplement, ils ne pouvaient pas se permettre, ils ne peuvent pas se permettre, vu leur calendrier de développement qu'ils ont, ils ne peuvent pas se permettre de faire des rabais de 50 ou 100 € par montre, quoi. L'oxymètre de pouls, Cédric, l'oxymètre de pouls, clairement, aujourd'hui, mais je pense que 99% des gens n'en ont rien à faire.
En fait, l'oxymètre de pouls, moi je l'utilise déjà depuis au moins 2 années entières, dont 2 étés, enfin 2 étés, 2 hivers à la montagne. Et en fait, j'ai jamais vu de différence tant que je n'allais pas au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est 2000 mètres d'altitude alors que je vis toute l'année à, je sais pas, peut-être à 59 mètres, je crois, ou 49. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vit à 1000 mètres toute l'année, il faudra peut-être qu'il monte à 2005 pour voir une différence. L'oxymètre de pouls, en tant que tel, c'est une donnée qui ne sert à rien. Et en plus, c'est une donnée que les gens ne savent pas interpréter et ne comprennent pas. C'est-à-dire que l'oxymètre de pouls, ce n'est pas une donnée qui évolue de manière linéaire. Enfin, le SPO2. Ben tiens, justement, le SPO2, c'est aussi un thème que j'aborde dans mon article de lundi. Donc décidément, je suis pile poil en cible. Là, il va falloir mettre plein de j'aime et il faut que ce soit un article qui cartonne parce que je pense qu'il est super utile à plein de gens. Le SPO2, il ne varie pas de manière linéaire. Il fait une courbe en S comme ça. Donc en fait, il faut une grosse variation de 100 à 95%. Là, quasiment tout le monde est là. Et c'est normal. Si vous êtes à 95%, ça ne sert à rien de stresser, d'écrire sur un forum qu'est-ce qu'il faut faire pour être à 100% de SPO2. Entre 100 et 95, c'est normal. Et par contre, si vous êtes à moins de 90%, là c'est une urgence vitale, il faut aller à l'hôpital. Voilà. 100, 95, c'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Et moi, je n'ai pas vu d'évolution. Pourtant, j'ai fait de l'alpinisme cet été où je suis monté 2 fois à plus de 4000. Je ne vois pas d'évolution en dessous de 2000. Et si par contre, on tombe en dessous de 90, eh ben là, c'est une urgence. Alors que 95, c'est bon. Mais si vous êtes de 95 par rapport à 100, ça fait 5%, c'est pas grave. Par contre, 95, vous tombez à 90, ça fait 5% aussi, et là, ça devient très grave. Mais la plupart des gens, ils ne savent pas l'interpréter, ça. Et voilà, c'est une donnée qu'on leur sert. On leur dit, bah, c'est vachement mieux. C'est quoi la différence? Ce capteur-là, il fait cardio, donc fréquence cardiaque, mais en plus, il fait SPO2. Bon, les gens, déjà, ils ne savent pas ce que ça veut dire SPO2, ils ne savent pas ce que ça représente, ils ne savent pas comment ça évolue. Et après, de là à dire comment s'en servir, et bien là, on en revient à ce que je disais au début. Le SPO2, c'est une donnée que Garmin, alors au moins Garmin, il y a peut-être d'autres marques, hein, mais au moins Garmin intègre dans son analyse de la qualité du sommeil. Parce que si on est, par exemple, alors le lien classique, hein, c'est quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, oxygène moins bien son sang la nuit, donc il aura une plus faible valeur de SPO2, donc une moins bonne récupération, parce que comme il est moins oxygéné, en fait, si quelqu'un qui est bien oxygéné sur 8 heures, eh ben, il va apporter plus d'oxygène à ses muscles pour récupérer que quelqu'un qui est moins bien oxygéné. Appli ou site web, non, l'appli, on le sait. L'appli, alors l'appli, c'est pas un problème. C'est à quand un site web pour Suunto? Alors là, en ce moment, c'est le sujet sur le groupe Je ne suis pas un héros, mais j'ai une Suunto. Mais il n'y a pas que ça, il y a Coros aussi. Coros, et je vous l'ai dit juste avant, hein, je pense que Suunto et Coros, ce sont les deux marques qui doivent développer des fonctionnalités d'analyse post-entraînement. Parce que sur Coros, par exemple, on a pas mal de chiffres sur la sortie du jour, mais il n'y a pas beaucoup de graphes de suivi, il n'y a pas des choses d'évolution dans le temps, il n'y a pas beaucoup de conseils, c'est pas facile pour quelqu'un qui maîtrise, qui sait faire son propre coaching, c'est pas facile d'analyser et d'ajuster ses séances d'entraînement. Suunto, ils avaient ça avant avec MoveScount. Moi, j'aimais bien MoveScount. Que ce soit en termes d'interface et en termes de capacité, j'aimais bien. Maintenant, voilà, il faut qu'ils le développent. Et alors, est-ce qu'ils vont le développer, continuer à le développer sur leur appli? Est-ce qu'ils feront un site web à côté? Après, voilà, hein, ça dépend s'ils veulent mettre tous leurs œufs dans le même panier. S'ils doivent développer un site web, ça veut dire que ils divisent leur force de développement. Donc c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est de développer la prochaine fonctionnalité qui sera une tuerie pour l'Ultra Trail et qui fera que les gens ils se rueront sur une Suunto 11 parce que c'est la nouvelle Ambit 3 fusionnée avec une Phoenix 7 qui est géniale? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est construire de zéro un site
pour pouvoir faire de la programmation d'entraînement et de l'analyse d'entraînement. Bah là, c'est une stratégie à définir, hein. Donc bon, étude de marché et puis savoir si... Là, je dirais que pour l'instant, parmi les... Polar et Suunto sont deux marques finlandaises. Donc parmi les Finlandais, Polar est plutôt sur le sport performance. Et là, Suunto, ils prennent plutôt une direction vers le sport outdoor, pas nécessairement en performance, mais un peu plus à la cool, mais avec des fonctionnalités de cartographie, de suivi d'itinéraire, de sécurité avec leur écran safe de Suunto+, de détection de tours par dénivelé, etc. Donc tout ce qu'ils ont, les dernières fonctionnalités qu'ils ont intégrées dans Suunto+. Voilà, peut-être qu'ils se disent c'est cette orientation-là qu'on va prendre. La grosse chose qui devrait arriver aussi en 2021, c'est la connexion 4G, 5G sur les montres directement. Donc là, on l'attend depuis la fuite de la Forerunner 955 LTE. Donc là, ça devrait arriver cette année. Alors, même chose, hein, comment est-ce que ça va s'articuler avec la sortie de la Phoenix 7? Est-ce que la 955 LTE va sortir avant, après? Là, je pense que ça sera un gros critère qui va faire hésiter les gens. C'est-à-dire que s'il y a une Phoenix 7 qui sort sans LTE, et ben là, les gens vont se demander est-ce que j'attends la Forerunner 955 LTE parce que LTE c'est un côté sécurité et puis là on a une montre qui sera complètement autonome, qui ne nécessite même plus de smartphone pour fonctionner. Donc pour fonctionner, pour se synchroniser, pour recevoir les smart notifications, tout ça quoi. Donc ça a beaucoup d'implications derrière. J'ai vu passer la Suunto 9 et les partenariats de Suunto. Oui, alors Suunto, ils ont fait le choix avec leur force de développement limitée, de se dire ça ira plus vite et ça sera plus facile d'intégrer des partenaires et de fournir un hardware de qualité, des fonctionnalités d'analyse de base qui conviennent probablement à 90% des gens sur l'application Suunto, et pour les 10% de gens qui veulent des fonctionnalités plus poussées, on les renvoie vers des partenaires. On synchronise les données vers Strava, vers TrainingPeaks, vers Quantify Self, etc. Après, je pense que ce qui leur manque, c'est la synchronisation dans l'autre sens. C'est-à-dire que le jour où Suunto, le jour où on pourra synchroniser un programme d'entraînement de TrainingPeaks vers l'appli Suunto et vers la montre Suunto, là, je pense qu'ils auront réellement atteint ce qu'ils devaient viser dès le départ. Là, actuellement, c'est juste les données de l'appli Suunto qui sont renvoyées vers d'autres plateformes. Mais je pense que ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire, c'est une synchronisation dans l'autre sens. Et là, s'ils arrivent à synchroniser les séances d'entraînement créées sur TrainingPeaks, les synchroniser sur une Suunto 9, alors là, je pense que c'est une idée gagnante, quoi. Alors, Phoenix 7 LTE égale autonomie en baisse. Alors oui, mais autonomie en baisse sur le fonctionnement de montres de tous les jours. Après, on peut très bien le couper pendant les séances de sport. Ça, c'est un réglage auquel il faut penser dans les paramètres. Il y a pas mal de choses qui risquent de faire baisser l'autonomie de la Phoenix 7. C'est est-ce que Garmin y met un écran tactile? Est-ce que Garmin y met un écran AMOLED? Est-ce que Garmin y met le LTE? Et du coup, on l'a vu aussi, est-ce que Garmin y met la même précision GPS que la Forerunner 745? C'est-à-dire que la Forerunner 745 a une autonomie qui est à peu près divisée par 2 par rapport aux autres montres Garmin du moment. Et du coup, mais elle a une meilleure précision GPS. Du coup, l'orientation Garmin, c'est peut-être Phoenix 7 égale plus de fonctionnalités connectées, meilleure précision GPS, et Enduro, plus d'autonomie. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Alors après, c'est difficile de dire si... mais franchement, quand on voit la Honor Watch GS Pro que j'ai testé, vous pouvez aller voir le test, vous pouvez aller voir les photos, il y a une vidéo aussi sur YouTube.
qui a un écran AMOLED de 454 pixels, je crois, par 430, un truc comme ça. Elle a pourtant 48 heures d'autonomie en enregistrement GPS. Elle fait du guidage vocal, c'est-à-dire qu'on peut mettre on n'a même pas besoin d'écouteurs en fait. La montre, elle nous parle et elle nous dit comme un GPS de voiture, dans 100 mètres, préparez-vous à tourner à droite. Bon voilà, je pense que là, une Fenix 7 qui sort avec un écran de cette qualité, 48 heures d'autonomie et le guidage vocal, je pense que les gens cracheront pas dessus quand même. En termes de fonctionnalité, capteurs, bon, les prochains capteurs qui vont arriver, ça va être l'électrocardiogramme. Mais là, c'est une application purement santé, zéro utilité en sport, si ce n'est de faire soi-même un petit électrocardiogramme avant de se lancer dans une saison de compétition de triathlon. Ok. Après, il y a donc le capteur de pression sanguine. Là, c'est Valencel qui est sur le coup. Mais comme ils ont présenté leur capteur en janvier au CES, je ne pense pas qu'on va le voir intégré déjà dans une montre cette année. Encore que, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'évolution dans le capteur. En fait, c'est plus des travails d'algorithme. Et en fait, c'est pas un capteur qui mesure la pression sanguine. C'est du travail sur des statistiques et des études. Donc là, ça va être un peu comme le VO2 max. Et par rapport à un test en laboratoire, ça sera pas une super précision. Ensuite, il y a la recharge solaire. Là, pour l'instant, il n'y a que Garmin sur le coup. Qui le pousse pas mal. Et maintenant, il y a beaucoup de Fenix et beaucoup d'Instinct qui sont à la recharge solaire. Maintenant, il va y avoir l'enduro. Donc, d'ailleurs, les 80 heures de l'enduro, quand on regarde, il y a une vidéo qui a fuité hier, je l'ai rajoutée dans l'article dans lequel je présentais toutes les fuites sur l'enduro. Vous pouvez aller voir sur le blog. Les 80 heures de l'enduro, c'est avec recharge solaire. Maintenant, j'attends de voir l'annonce réelle mardi. Pour voir ce que ça donne comme autonomie sans recharge solaire. Je suis curieux. Bon, ça va. En fait, je suis curieux pour voir s'il y a eu une amélioration dans la performance par rapport aux Fenix. Sur les Fenix, la recharge solaire, elle rajoute que 10%. Donc, je trouve que c'est une grosse augmentation de prix pour une faible augmentation d'autonomie. Là, l'enduro, elle promet 80 heures. Maintenant, est-ce que c'est les mêmes 60 heures que sur une Fenix 6X? Je suis curieux, j'attends de voir, je vais voir ça. Si c'est 60 heures, alors se dire que c'est la même batterie, le même écran, etc. Mais si ça passe de 60 à 80 grâce au solaire, alors là, ouais, ça devient intéressant. En gros, c'est la différence, c'est ce que j'avais dit sur les Instincts. Les Instincts Solar, c'est intéressant parce qu'il y a à peu près 30% d'augmentation d'autonomie. Par contre, les Fenix Solar, 10%, moi perso, je trouve pas que ce soit intéressant. Sauf si votre vie en dépend. Et là, typiquement, sur une Tactix, par exemple, avoir une Tactix Solar, ça, je trouverais ça intéressant. Je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent intégrer sur les marques. À mon avis, les marques 2, elles s'appelleront peut-être pas marque 2, mais elles s'appelleront marque Solar. Et là, je pense que sur une montre à 1500 ou 2000 euros vendue en bijouterie, la recharge Solar, je pense que c'est sympa. Alors Stéphane, la recharge par micro USB, ça a été abandonné depuis quelques années parce que en fait ça se corrode tout simplement le port qui est à l'arrière d'une montre du boîtier, ça retient un petit peu l'eau, un petit peu la sueur et ça au bout d'un moment ça se corrode et Polar notamment a eu pas mal de soucis sur ses M400 etc. Donc maintenant il n'y a plus aucune montre qui utilise ça. Par contre maintenant je dis à quand la recharge sans contact par induction. J'en ai testé une qui faisait ça. Je ne sais plus quelle c'est. Bon, j'ai déjà testé une montre comme ça. Que penser de la Polar V2? Gilles, eh ben là c'est simple. Sur le blog, il y a tout le test complet de la Polar Vantage V2, toutes les fonctionnalités. Il y a des vidéos qui présentent les tests qui sont exclusifs à la Polar Vantage V2. Moi je trouve que c'est une bonne montre parce que justement elle permet de faire les choses soi-même. Elle ne délivre pas comme ça des données sans expliquer, sans qu'on comprenne pourquoi. Ça permet de faire ses tests. On peut faire son test de VO2 max, de fréquence cardiaque seuil, de fréquence cardiaque max, etc. Donc ça, on le fait au début quand on achète sa montre. Ensuite, on fait ses entraînements. Entre les entraînements, on peut faire les tests de récupération. Dans Polar Flow, il y a aussi un super graphique que j'adore sur le suivi de la charge d'entraînement. Donc moi, je trouve que c'est une super montre pour l'analyse de ses performances.
La Polar GridX, ben malheureusement, j'ai l'impression que Polar, ils prennent un peu une mauvaise direction, c'est-à-dire qu'ils essayent de prendre la tournure de Garmin. Avant Polar, ils avaient une gamme à 2 montres, la M400, la V800. Ils les ont fait évoluer en ajoutant des fonctionnalités logicielles pendant très longtemps. Et puis ben maintenant, ils se sont orientés vers un schéma plus comme Garmin, à sortir un panel de montres. Donc ça va de la Unite à, je sais plus, 129, je crois, 159 peut-être, 159 je pense, jusqu'à la Vantage V2. Donc il y a 5 montres, il y a Unite, Ignite, Vantage M, Grit X, Vantage V2. Donc c'est bien parce que ça permet d'acheter juste celle qu'il faut, payer le bon prix. Alors là, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'ils ont sorti la Vantage V2, ils n'ont transféré aucune fonctionnalité sur la Grit X, alors que je pense qu'il y avait des trucs qui s'y prêtaient très bien. Par exemple, le test de récupération de jambes. La Grit X, c'est une montre qui cible le marché du trail. Le test de récupération de jambes de la Vantage V2, ben, concrètement, je pense que ça, c'est une fonctionnalité qui pouvait être donnée aux trailers. Parce que voilà, le trail, ça sollicite beaucoup les quadris. Donc, moi, je pense qu'ils auraient dû transférer le test de récupération de jambes sur la Grit X. Après, alors, il y a Coros. Coros, qu'est-ce qu'ils vont sortir cette année? Ben, c'est difficile parce que Coros, il y a 2 choix maintenant qu'ils ont à faire. C'est est-ce qu'on développe le hardware ou est-ce qu'on continue de développer le software? Là, pour maintenant, depuis 2 ans, ils ont beaucoup développé le software. Donc en fait, à part la Pace, qui est la toute première Coros qui est sortie, toutes les autres reçoivent quasiment toutes les nouvelles fonctionnalités. Bon, ça, à un moment, ça va montrer ses limites parce que ben, il y aura les processeurs qui suivront plus. Donc ils vont devoir changer le hardware. Et puis dans le haut de gamme, ce qui va forcer à changer aussi le hardware, ça sera la cartographie. Une Vertix V2, là aujourd'hui ce qui lui manque c'est la cartographie, c'est tout. Il n'y a pas besoin de changer la Vertix parce qu'elle suit très bien. Maintenant, ce qui me fait dire que ça risque peut-être de ne pas arriver tout de suite, c'est que là ils sortent plein de modèles en édition limitée qui sont vendus plus cher. Donc je pense que ça serait un peu salaud de sortir des montres en édition limitée, des Vertix en édition limitée maintenant, faire payer ça plus cher aux gens. Et puis au mois de mai, de sortir une Vertix V2 avec la cartographie. Donc bon, je pense que Coros et la cartographie, c'est peut-être pas pour tout de suite, à mon avis, mais ça va quand même être les prochains chez qui ça va arriver. Si tu veux la précision, moi j'utilise toujours GPS seul. Il y a un article là-dessus sur le blog qui s'appelle Qu'est-ce qui est mieux avec GLONASS et Galileo, quelque chose comme ça. Et là, tu peux lire tout l'article et tu verras ma conclusion. Et je reste pour l'instant sur GPS seul. Le Galileo, la précision maximale à 1 mètre près, ce sera un service payant. Et donc, on ne payera pas pour avoir ça. Donc, je pense que même Galileo ne sera pas plus précis que GPS. Polar et les compteurs vélo. Ça, on en a déjà parlé dans un précédent live. Et ben, je ne sais pas. Moi, je trouve ça complètement étonnant. C'est pourtant une marque qui cible le triathlon à fond. Et ils n'ont pas renouvelé le compteur vélo depuis, je sais pas, au moins 5 ans. Donc là, je trouve ça étonnant, quoi. Alors exactement, bah, comme dit Cédric, est-ce qu'ils ne sont pas un peu perdus? Alors soit c'est eux qui sont perdus, soit ils sont en train de perdre leurs clients, je sais pas. Pour moi, Polar, ils sont vraiment dans le sport performance, ils ne sont pas comme Suunto. Donc ils développent tout ce qu'il faut avec plein de tests, etc. Moi franchement, la V2, bah, j'aime bien l'orientation qu'ils lui donnent. Mais par contre, bah, pourquoi il n'y a pas de compteur vélo, quoi? Vous êtes une montre dans le triathlon, ils sponsorisent le triathlon de Cannes, auquel j'ai participé il y a 2 ans. Donc c'est vraiment bizarre que Polar ne renouvelle pas ses compteurs. Mais après, encore une fois de plus, un nouveau compteur, ça veut dire bah, des ingénieurs qui travaillent sur un nouveau hardware, des développeurs qui travaillent sur des nouvelles fonctionnalités, il faut intégrer ces fonctionnalités sur un nouvel écran. Bon. Et pour Suunto, Suunto. Alors Suunto, c'est pas si simple. Là maintenant, Google a finalisé son rachat de Fitbit. Donc Google, ils vont se mettre à fond sur le développement de Wear OS, ça j'en suis sûr. Donc maintenant, Suunto, leur position, ça va être quoi? D'un côté, ils pourront appuyer le développement de la Suunto 7 ou la prochaine Suunto 7 avec Google, donc Google plus Suunto, ou alors, tout seul, ils poursuivent le développement d'une Suunto 9 V2. Alors là,
Qu'est-ce que ça va être leur choix? Je sais pas, je peux pas le dire. Là, je pense que tout dépendra de combien de Suunto 7 ils ont vendu au Black Friday. Ils avaient fait un bon prix, une bonne réduction sur le Black Friday. Donc s'ils ont atteint leurs objectifs et qu'ils ont vendu beaucoup de Suunto 7, eh bien peut-être qu'ils vont continuer de développer ça avec Google et pourquoi pas passer après à une Suunto 11. En fait, la Suunto 11, ça serait quoi? Ça serait toutes les fonctionnalités sportives, programmation d'entraînement, analyse, etc., les alertes, etc., d'une Suunto 9 avec la cartographie, le suivi d'itinéraire, les cartes de chaleur, tout ça en direct sur la montre. Donc maintenant, je ne sais pas quel sera le choix que fera Suunto. Soit poursuivre les développements logiciels, software, je pense que ça, ils ont quand même intérêt à le faire pendant au moins un an, parce qu'elle est quand même assez récente, cette montre. Donc il y a beaucoup de choses à ajouter sur la partie Wear OS, donc la partie montre connectée, et sur la partie Suunto pour le sport, sur la Suunto 7, et puis dans un petit moment passer à une Suunto 11, ou alors ajouter des choses au Suunto 9 et puis aussi à la Suunto 5 via leur espèce de hub Suunto Plus. Voilà, ça va être difficile, c'est difficile de le dire quoi. Mais voilà, Bill, pour répondre à ta question, le futur haut de gamme de Suunto, c'est une Suunto 11 quoi. C'est-à-dire c'est une Suunto 7, donc la cartographie de Google Wear OS. Google travaille à améliorer l'autonomie, donc il faut que ça consomme moins. Suunto intègre toutes les fonctionnalités sportives qu'ils ont sur la Suunto 9, et puis ça nous fait une Suunto 11. Et là, avec la bonne cartographie, la super cartographie de Wear OS, on a une Suunto 11 qui pourrait rivaliser avec une Phoenix 5 Plus. Avec un lecteur de musique, il faut aussi que Google intègre YouTube Music parce qu'ils ont supprimé Wear OS Music, mais maintenant il faut intégrer YouTube Music. Donc voilà, mais là maintenant que Google a finalisé son achat de Fitbit, ils ont tout intérêt à pousser à fond parce que là maintenant ils vont développer donc la partie software, Fitbit la partie hardware et puis santé. Donc là, ils ont beaucoup de Fitbit par rapport à Suunto. C'est, je sais pas, c'est peut-être 10 fois plus de ventes dans le monde. Je dis un truc au hasard, j'en sais rien. Mais c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de Fitbit dans le monde que de Suunto. Donc là, Google, ils ont intérêt, maintenant qu'ils ont acheté Fitbit, à poursuivre leur développement. Et puis Suunto, ils ont peut-être fait le bon pari parce que par effet ricochet, ils vont réussir à profiter de toutes ces fonctionnalités. Donc ça va être très bon pour Suunto. Mais c'est peut-être c'est sur les 2 années qui viennent. Et l'autonomie de la Suunto 11 restera faible. Là, c'est à voir. Hein. C'est à voir ce que Google arrivera à faire. Mais bon, c'est vrai que Apple n'arrive pas à améliorer l'autonomie de sa montre. Jusqu'à maintenant, Wear OS n'a jamais amélioré l'autonomie de ses montres connectées. Donc je pense effectivement que c'est pas au mois d'août 2021 qu'on verra une Suunto 11 avec 40 heures d'autonomie, c'est sûr. Allez! Merci pour ce live, c'était une fois de plus super intéressant. J'espère que ça a été pour vous aussi.